caisse en 2024, comme depuis de nombreuses années, a eu une activité très chargée, riche. Alors moi, j'ai eu la chance de la rejoindre comme directeur en septembre dernier, donc j'ai pu voir à quel point elle était dynamique, qu'elle avait, à travers le renforcement de ses équipes, de ses compétences, pu prendre toute la place qui était la sienne comme caisse de sécurité sociale. Et qu'en même temps, elle a gardé sa spécificité qui fait la richesse, je pense, c'est celle de pouvoir parler au territoire et de construire avec les territoires les solutions au plus près des gens. Donc c'est vraiment ce qui a encore été une belle année pour la Caisse de coopération territoriale. On a fait des rencontres territoriales de l'autonomie qui nous ont permis de rencontrer énormément d'acteurs, vice-présidents de département, présidents, représentants des MDPH, des structures locales qui sont nos partenaires. Donc ça a été une belle occasion de construire ensemble ce service public de l'autonomie. Et puis après, comme chaque année, on poursuit nos actions sur le soutien aux maisons départementales des personnes handicapées, sur le soutien à la prévention de l'autonomie. On a lancé aussi des appels à projets nouveaux sur l'accompagnement des aidants, sur l'accompagnement des quartiers politiques de la ville pour les personnes âgées en situation de handicap. Et plus globalement, c'est aussi une année sur laquelle on a essayé de mettre le paquet sur les données, la mise en accessibilité de nos données, la capacité à pouvoir mieux piloter nos politiques publiques avec de la donnée. Et donc c'est tout cela qui s'est traduit dans un beau premier rapport de branche que vous avez l'occasion de lire, Monsieur le Président. Oui, tout à fait. Alors pour le Conseil qui réunit l'ensemble des partenaires effectivement de la branche, le Conseil a d'abord rencontré à de nombreuses reprises les autorités ministérielles, qui sont en fait les dernières parties prenantes. Il n'y a pas que le Conseil, il y a aussi le gouvernement et puis aussi le Parlement. Donc, réunion avec les ministres, avec la même crainte dans cette période un peu tendue que l'on connaît au plan politique, c'est que leur longévité soit trop souvent sujette à caution, parce qu'on aimerait bien effectivement avoir une stabilité qui nous permette d'avancer et à reconnaître que depuis 3 ans que je préside au Conseil, je dois en être à ma 6e ou 7e équipe en termes de ministres. Mais bon, on finira bien par retrouver des majorités. Dire aussi que c'est pas très facile, mais c'est essentiel dans cette période que le Conseil puisse être extrêmement vigilant sur les exigences qui sont celles des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de l'ensemble des personnes en situation de fragilité, d'autant plus que nous ne sommes pas dans une période calme, nous sommes dans une période effectivement de défis démographiques, défis démographiques d'ailleurs pour le grand âge d'un côté, mais également pour le secteur du handicap, et c'est fort heureux, l'espérance de vie est la même pour les personnes handicapées que pour les autres personnes, et que se posent des problèmes aujourd'hui qui ne se posaient pas hier. Les parents qui ont très peur de ce qu'il adviendra effectivement de leurs enfants lorsqu'ils auront disparu. Pour cela, il faut que les politiques qui soient mises en place soient des politiques extrêmement énergiques, extrêmement volontaristes, et le contexte global, là aussi, n'est pas très favorable avec les problèmes budgétaires que l'on connaît, avec la situation de crise internationale. Donc tout cela a ajouté effectivement à l'importance du rôle, je dis souvent d'enquiquineur, effectivement, du Conseil, pour rappeler les exigences, qui sont des exigences incontournables dans une démocratie avancée comme la nôtre. Alors à côté de cela, il y a eu un partenariat assez actif avec notre conseil scientifique, ce qui est important. Le fait aussi que ce conseil scientifique s'entoure désormais d'autres conseils scientifiques qui sont ceux des gérontopoles. Donc il y a une ambition importante et qui est représentée sur l'ensemble du territoire. Nous avions eu aussi à l'initiative de Christine Meyer, qui était vice-présidente de la CNSA, un séminaire sur la représentation et la participation directe des personnes, ce qui est un problème qui nous agite beaucoup, parce que c'est important d'avoir à la fois la représentation des personnes telles qu'elles figurent au Conseil, mais faire en sorte que cette représentation des personnes n'exclue pas la participation directe des personnes intéressées. Notre volonté, c'est non pas de faire pour les autres, mais de faire avec les autres, et selon effectivement les besoins qui sont les leurs et les aspirations qui sont les leurs. Eh bien, le Conseil suit de très près les mesures issues de ces textes au sein de ces 3 commissions. Le déploiement du service public départemental de l'autonomie a été pleinement porté par la commission d'accès aux droits, sous l'impulsion de sa présidente Christine Meyer et aujourd'hui de son successeur Bruno Lachenay. Les travaux du Centre de ressources et de preuves de la prévention de la perte d'autonomie sont suivis par la commission relative au développement de l'offre que préside Luc Gatto. C'est le constat d'une réelle dynamique
sur ce point en liaison avec l'Union des gérontopoles, par exemple. Les réformes tarifaires concernant les services à domicile, les SIAD et les SAD, ont été relayées au sein de la commission orientation budgétaire que préside Philippe Pichery, le président du département de l'Aube. Le déploiement des 50 000 solutions au bénéfice des personnes en situation de handicap fait l'objet de points réguliers sous la vigilance donc, de notre vice-président Luc Gateau. Signalons également que la réforme de la fusion des sections soins et dépendance des EHPAD est particulièrement attendue par le Conseil, qu'elle a pris du retard, que nous en espérons une évolution importante au niveau des EHPAD qui va peut-être bien au-delà de cette simple première réforme qui était nécessaire mais qui n'est sans doute pas suffisante. Et puis je souhaiterais dire également que nous sommes très attentifs au fait qu'il y ait un financement qui soit suffisamment convenable pour les départements qui sont nos services extérieurs, si je peux m'exprimer ainsi, de la CNSA, pour qu'ils puissent faire face à leurs responsabilités. Ça exige effectivement toute une série de mesures de péréquation, des péréquations horizontales entre départements qui ont déjà été votées par l'Assemblée des départements de France et par le législateur, et puis sans doute des péréquations verticales venant effectivement, cette fois-ci, des pouvoirs publics. Car une de nos préoccupations, c'est aussi de faire en sorte que l'on ait non pas une uniformité des politiques sociales à l'égard des personnes vulnérables sur le territoire, mais une équité qui soit respectée de manière tout à fait intransigeante. Du côté des équipes de la Caisse, c'est vrai que cette loi Bien Vieillir, qui a été votée en avril 2024, s'est traduite par une charge importante de pilotage, de coordination et de déploiement des actions qui ont été votées par le Parlement. On a parlé du service public départemental de l'autonomie, qui avait fait l'occasion de 18 préfigurations, qui était un moyen de tester sur le territoire, en lien avec les différents acteurs, les interlocuteurs représentant des personnes, que notre ciblage était le bon et qu'il se déploie du coup cette année 2025 de façon nationale et généralisée. On avait aussi, on l'a rappelé, le centre de ressources et de preuves qui est vraiment un élément important pour la branche en termes de prévention de la perte d'autonomie, de maintien le plus longtemps possible en pleine autonomie au domicile. Et donc ce centre de ressources et de preuves a amorcé un certain nombre d'actions et notamment un programme prioritaire de prévention sur la nutrition et l'activité physique qui sont des éléments essentiels et importants pour les personnes âgées avant de devenir en perte d'autonomie. Sur une autre mission que nous confiait la loi Bien Vieillir, c'était celle de pouvoir auditer et contrôler les équipes des maisons départementales des personnes en situation de handicap et des départements qui attribuent l'APA. Donc c'est des travaux qui sont lancés, on est en train de préfigurer ces premiers audits en 2024 et ils vont pouvoir se déployer plus largement sur l'année 2025. Et puis la CNSA met aussi en œuvre des réformes qui étaient plus historiques, précédentes, à la loi de financement de la sécurité sociale 2024 et à celle du Bien Vieillir. On peut parler par exemple de la réforme des services d'aide à domicile avec cette idée de fusion avec les services de soins infirmiers à domicile pour pouvoir bénéficier d'une couverture populationnelle plus cohérente et éviter aux personnes concernées de devoir faire la hiérarchisation dans l'offre de besoins et la coordination des services. C'est une réforme qui se déploie sous le pilotage des équipes de la Caisse en lien avec les départements. On a aussi, on l'a dit, la fusion des sections soins et dépendance dans les EHPAD que les équipes de la Caisse accompagnent, qui se déploie au 1er juillet 2025. Et puis, dans le cadre du financement, ce que vous évoquez, Monsieur le Président, c'est la réforme des concours de la CNSA qui sont nombreux pour accompagner les départements dans le déploiement de la politique publique de l'autonomie et sur lesquels on sait qu'il nous faut aller plus loin. En 2024, le gouvernement avait acté un geste qui nous a permis d'augmenter la couverture des dépenses par la branche. En 2025, il y aura encore de nouvelles discussions à construire entre le gouvernement et les présidents de département sur ce sujet. Puis un sujet qui est peut-être moins visible du point de vue des citoyens, mais qui est celui des systèmes d'information. On sait que ce qu'on pilote bien, c'est aussi parce qu'on a les outils pour le faire. Donc la Caisse a massifié son investissement dans les systèmes d'information, notamment sur la question de l'évaluation au sein des MDPH, mais aussi dans la construction d'un système d'information sur le pilotage de l'APA avec les différents départements. Alors c'est le cœur même de ce qu'est la CNSA depuis sa création, de pouvoir être aux côtés des droits des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, faire en sorte que nous simplement respectons leur volonté, leur libre choix, de leur accompagnement et être en capacité justement d'avoir une diversification de l'offre qui pouvait historiquement exister auprès de ces différents publics. Donc sur le champ des personnes âgées,
On a, grâce aux crédits qui étaient ceux du Ségur Investissement, pu accompagner à hauteur de 250 millions d'euros près de 3000 EHPAD dans des investissements dits du quotidien pour améliorer le quotidien des professionnels, mais aussi des personnes qui résident dans ces EHPAD, afin de faire en sorte qu'on ait une approche davantage domiciliaire de ces lieux, que ce soit des lieux de vie avant d'être des lieux de soins. C'est en tout 1,075 milliards d'euros qui ont été consacrés par la branche sur la modernisation, la reconstruction de plus de 500 EHPAD, dont près de 10 millions d'euros sur les projets de tiers-lieux. C'est un élément sur lequel il faut s'arrêter. Ces tiers-lieux, c'est les moyens d'ouvrir les EHPAD, de faire en sorte que la société soit présente pleinement dans les EHPAD. Ça peut être une crèche, ça peut être un bar, un lieu de rencontre, de sociabilité. Ça nous permet à nos personnes âgées de pouvoir continuer à vivre pleinement dans la société. Donc c'est vraiment un élément structurant et important. On les accompagne aussi sur la transition écologique. On sait que les bâtiments souvent sont un peu anciens, énergivores. In fine, c'est davantage de reste à charge pour les personnes qui y sont accompagnées parce que les dépenses d'énergie sont très élevées. Donc on accompagne aussi ces EHPAD dans la rénovation. On a avec la Caisse aussi fait en sorte d'accompagner les professionnels dans le suivi des personnes qui sont avec elles au quotidien, c'est-à-dire de mettre en place des outils numériques. Donc c'est le plan ESMS numérique qui nous a permis d'avoir près de 220 projets retenus en 2024 et avec en tout 20 300 ESMS, établissements et services médico-sociaux, qui sont financés par la CNSA sur ce programme. Enfin, c'est aussi la vision domiciliaire. On a parlé des réformes des services de soins infirmiers à domicile et d'aide à domicile, de la nécessité de pouvoir davantage garantir ce parcours d'accompagnement à domicile. Pour ce faire, on a créé des centres de ressources territoriaux qui se déploient et qui se généralisent sur le territoire, portés bien souvent par des EHPAD, qui permettent d'accompagner au domicile plus largement et d'étayer les professionnels du domicile sur des accompagnements spécifiques. Et puis, malheureusement, la situation économique d'un certain nombre d'établissements pour d'accueil de personnes âgées a conduit à ce qu'on ait un fonds d'urgence qui puisse venir les étayer à hauteur de 200 millions d'euros sur cette année 2024. Sur le champ du handicap, c'est le déploiement des 50 000 solutions que vous rappeliez, avec près de 7 000 solutions installées dès l'année 2024 qui permettent aux enfants, aux parents, aux personnes adultes en situation de handicap de trouver en proximité de leur lieu de vie des nouvelles solutions d'accompagnement avec ou sans hébergement, en service, à l'école. Bref, c'est l'idée de pouvoir massifier avec un choc d'offres très rapidement les réponses apportées aux besoins des personnes en situation de handicap. C'est aussi l'idée de transformer cette offre qui pouvait historiquement être davantage dans des murs très fermés. Donc comment on ouvre ces murs, comment on permet aux personnes d'avoir un parcours qui leur permet de vivre pleinement dans la société. C'est le fonds d'appui à la transformation de l'offre qui a été décidé en 2024 à hauteur de 250 millions d'euros pour accompagner ces projets. Et puis c'est aussi pour la scolarité qui est un élément essentiel. Les premiers tests qui ont été faits à la rentrée 2024, des pôles d'appui à la scolarité. L'idée est simple, pouvoir mettre en commun l'expertise de l'éducation nationale et du médico-social au plus près des enfants, des parents, des enseignants, pour répondre immédiatement et sans passer par la MDPH sur les mesures d'accessibilité, d'adaptation pédagogique et de l'intervention de premier niveau sur des professionnels médico-sociaux. Et je ne quitterai pas ce bilan sans parler de l'habitat intermédiaire qui est cher au président et sur lequel il reviendra. L'habitat intermédiaire pour les caisses, c'est un élément structurant de réponse en termes de diversification des solutions entre l'EHPAD et le domicile historique. Et on le sait que tant sur les résidences autonomiques, qu'on a accompagné encore en 2024 en créant près de 3000 nouveaux logements en résidence autonomie, que sur l'habitat inclusif avec 96 départements désormais qui sont intégrés dans cette politique publique et près de 22 000 personnes en situation de handicap ou âgés qui ont trouvé des solutions, ou encore l'accueil familial. On a aujourd'hui des solutions qui sont parfois pas forcément nouvelles, mais qu'il nous faut massifier, et certaines où il faut qu'on aille beaucoup plus largement dans la rénovation. Mais le président, évidemment, a des perspectives en la matière. Je crois effectivement que c'est un des très très grands dossiers de l'année 2025, dans un premier temps, puis certainement des années suivantes, que cette réflexion très concrète sur l'habitat intermédiaire. C'est une réflexion qui engage une très grande partie du Conseil, avec le soutien d'ailleurs de Denis Piveteau, qui est un des spécialistes en ce domaine et qui nous apporte un appui tout à fait manifeste. Je crois que c'est un dossier qui est sur la table, qui ne peut pas se permettre d'attendre encore longtemps, parce que les grands rendez-vous du défi démographique, c'est 2030. 2030, les baby-boomers de la première génération atteindront 85 ans, et 2030, c'est demain matin. Donc, on fait le rapport sera terminé à la fin de l'année. Les ministres actuels, j'espère que ce sera les mêmes, ils
j'en sais rien, se sont prêts effectivement à venir regarder effectivement nos solutions, les solutions qu'on propose avec nous, et à faire en sorte que ce rapport devienne demain projet de loi et puisse passer dans le droit positif.